Voici votre synthèse rapide sur les impacts du méga-projet égyptien du nouveau delta. L'Égypte transforme carrément son désert occidental en une puissance agricole d'1 million d'hectares, avec un investissement colossal de 800 milliards de livres, redessinant littéralement l'avenir de sa population. Premièrement, l'infrastructure est le vrai moteur de croissance ici. Avant même de planter, l'État pose des fondations titaniques avec 12 000 km de routes, soit environ 1,5 fois la largeur de l'Afrique, et 19 000 km de câbles électriques. En gros, c'est comme construire la carte-mère géante d'un ordi en plein désert, le secteur privé n'a plus qu'à venir s'y brancher pour démarrer en S. Deuxièmement, gardez à l'esprit que ces chantiers ne profitent pas qu'aux multinationales. Ils créent de vrais moyens de subsistance. L'expansion a d'ailleurs déjà fait chuter le chômage national à 6%. Mais bon, vous vous demandez sûrement, est-ce que ce sont des emplois durables ou juste des contrats d'intérim pour creuser leur fameux fleuve artificiel? Eh bien, rassurez-vous, c'est du solide. On parle de 2 millions d'emplois permanents où les agriculteurs s'intègrent dans un écosystème ultra complet avec même d'immenses pôles logistiques. Finalement, cette stabilité de l'emploi entraîne un véritable changement démographique. Le projet pousse les jeunes familles à quitter la vallée du Nil, qui est vraiment surpeuplée, pour s'installer définitivement dans des villages flambant neufs, équipés d'écoles et de cliniques. Et c'est sécurisé par un modèle public-privé hyper malin. L'État soutient les fermes privées en crise, puis revend ses parts une fois la situation stable pour pouvoir réinvestir l'argent ailleurs. En fin de compte, cette ingénierie de l'extrême nous prouve qu'une bonne stratégie peut vraiment transformer un désert stérile en un moteur économique prospère pour les générations futures. Imaginons une situation, un peu une mission impossible. D'accord, je vous écoute. Une équipe de choc est larguée au beau milieu d'un désert aride. Vraiment, une étendue de sable brunant à perte de vue. Et la directive qu'on leur donne est simple, mais complètement insensée. Du genre? Du genre, construisez une rivière ici, mais attention, elle ne doit pas descendre vers la mer, elle doit remonter, contre la gravité terrestre sur des dizaines de kilomètres. Ah oui, quand même. Et au passage, arrangez-vous pour que cette eau serve à nourrir plus de 100 millions de personnes. C'est l'image visuelle parfaite pour saisir l'ampleur du truc. On dirait presque le scénario d'un roman de science-fiction dystopique, vous ne trouvez pas? Complètement. Une tentative désespérée de terraformation sur une planète hostile. Voilà, c'est ça. Sauf que ce n'est plus de l'adaptation environnementale classique, c'est une lutte frontale contre les lois de la physique. On ne compose plus avec le paysage naturel, on le redessine de force, au bulldozer et à la pompe hydraulique. Et pourtant, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité physique de ce qui se passe en ce moment même. On parle du méga-projet de la Nouvelle Vallée. Qu'on appelle souvent le New Delta en Égypte. Exactement. C'est un projet d'infrastructure et d'agriculture absolument titanesque. Le coût est évalué à, tenez-vous bien, près de 800 milliards de livres égyptiennes. C'est vertigineux. Donc, la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est de plonger au cœur de cette initiative qui tente littéralement de verdir le désert. Et pour ça, on a de la matière. Oh que oui. Nous avons rassemblé une pile de sources extrêmement détaillées. On a le plan d'action national 2024 de l'Égypte pour la lutte contre la désertification. On a aussi des analyses macroéconomiques pointues, des enquêtes de terrain de journaux comme le Daily News Egypt et The National. Sans oublier ces épais rapports techniques d'ingénierie qui sont particulièrement fascinants. Oui, ils sont denses. Mais l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment de peser les énormes promesses économiques de cette initiative face aux vives préoccupations environnementales et sociales qui l'entourent. Et bien sûr, décortiquer les défis techniques extrêmes que représente le fait de forcer une rivière à couler à l'envers. Bon, décortiquons un peu tout ça. Avant de parler de tuyaux et de pompes, il faut comprendre l'urgence absolue, en fait. Pourquoi un État se lance-t-il dans une entreprise d'une telle démesure? Eh bien, l'urgence se résume en un seul mot. La démographie. La pression de la population? Exactement. Si l'on regarde une carte de l'Égypte aujourd'hui, le pays compte plus de 105 millions d'habitants. Mais attention, cette population immense ne vit pas répartie sur l'ensemble du territoire. Non, c'est ça le problème. Le pays fait 1 million de kilomètres carrés, mais la population est concentrée, entassée même presque littéralement, sur environ 4% de la superficie totale. 4%? C'est fou! Juste le long de cette infime bande verte qui borde le Nil et forme son delta historique au nord. Pendant des millénaires, ce fleuve, ça a été un don de la nature. C'était la source de vie de toute la civilisation égyptienne. C'est ça, mais aujourd'hui, cette hyperconcentration, elle est devenue une vulnérabilité stratégique intenable pour le pays. C'est clair. On a une pression démographique exponentielle d'un côté sur une surface agricole qui, elle, est figée,
voire qui se réduit à cause de l'étalement urbain, non? C'est le nœud du problème. Donc, l'objectif fondamental du projet de la Nouvelle-Vallée, c'est d'augmenter la surface cultivable totale du pays d'environ 30%. 30% d'un coup, c'est un bond statistique monumental. L'idée, c'est de créer de nouvelles terres agricoles, ex nihilo, en plein désert. Le but est d'assurer la sécurité alimentaire nationale et de produire massivement des cultures stratégiques. Comme le blé, le maïs ou la betterave sucrière, selon nos documents. Exactement. Tout ça pour briser cette dépendance vertigineuse de l'Égypte aux importations de denrées de base. D'accord. Mais c'est là que la réalité physique se rappelle à nous de manière assez spectaculaire. Bah oui, on ne commande pas à la nature si facilement. Voilà, parce que pour générer cette richesse agricole, pour que ces fameuses graines de blé puissent germer, il faut d'abord vaincre la géographie. On ne peut pas simplement jeter des semences dans le sable du Sahara et prier pour qu'il pleuve. Exactement. Le défi de l'eau est colossal. Pour donner une échelle de la folie logistique à quiconque nous écoute, les rapports indiquent que le réseau électrique construit, et là on parle uniquement de ce qui sert à alimenter ce projet, ce réseau représente 19 000 km de câbles. 19 000 kilomètres. C'est l'équivalent d'un vol aller-retour entre Le Caire et New York, Rien que ça. juste pour fournir de l'électricité à un projet agricole. C'est un truc de fou. Cette distance, elle illustre parfaitement l'empreinte au sol requise. Et toute cette électricité, elle sert principalement à une chose en fait. Maîtriser l'eau. La faire bouger. C'est ça. Le défi central consiste à transporter l'eau sur environ 170 km, mais surtout à la forcer à remonter contre la gravité naturelle. Parce que les plateaux désertiques sont situés en altitude par rapport au niveau de la mer. Tout à fait. On parle de la création de toute pièce d'une rivière artificielle qui nécessite un système de pompage d'une puissance inouïe. J'imagine, oui. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'origine même de cette ressource. On ne se contente pas de pomper plus d'eau dans le Nil. Bah non, ça sécherait l'aval du fleuve, ce serait catastrophique. Exactement. Le cœur battant du système, c'est la station de traitement d'Al-Hammam. Elle est d'une taille si ahurissante qu'elle est inscrite au Guinness des records. Ah oui, j'ai lu ça, elle traite 7,5 millions de mètres cubes d'eau par jour. Par jour, oui, Était utilisée dans le vieux delta. c'est ça. Une eau qui est chargée de résidus agricoles. Il la filtre, il la purifie dans cette usine gigantesque, puis il la renvoie vers le désert. C'est du recyclage en circuit fermé, mais à une échelle industrielle stupéfiante. Mais physiquement parlant, comment il l'amène là-haut? J'ai vu dans les spécifications techniques qu'ils utilisent des pompes à turbines verticales massives, Oui, un équipement très spécifique. notamment celles fabriquées par la société japonaise Torishima. Tout à fait. Pourquoi ce type de pompe spécifiquement? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial par rapport à une pompe normale? C'est une excellente question, car c'est là que l'ingénierie mécanique prend tout son sens. En fait, une pompe classique horizontale, elle ne pourrait jamais générer la pression nécessaire pour vaincre une telle dénivellation. La marche est trop haute, en gros. Voilà. Les pompes à turbines verticales sont conçues différemment. Le moteur est situé en haut, à l'air libre, et il entraîne un long axe vertical qui plonge profondément dans l'eau. D'accord, je visualise. Au bout de cet axe se trouvent des roues à aubes, qu'on appelle aussi des impulseurs. Quand ces roues tournent à très grande vitesse, elles utilisent la force centrifuge. Pour projeter l'eau vers l'extérieur. Vers l'extérieur et violemment vers le haut. Ça crée une pression cinétique énorme. C'est cette pression qui permet de soulever littéralement des murs d'eau et de vaincre la gravité. D'accord. Mais l'eau ne fait pas un saut de 170 km d'un coup, on est d'accord. Ah non, ce serait impossible. Les rapports décrivent un réseau comprenant entre 19 et 30 stations de levage géantes réparties le long du parcours. C'est une véritable course de relais. C'est ça, une course de relais brutale, où chaque station force l'eau à gravir une marche supplémentaire vers le désert. Exactement. Et attention, la topographie n'était pas le seul obstacle. Le tracé de cette rivière artificielle devait traverser des zones fortement peuplées et déjà aménagées. Ah oui, j'ai vu ça. Les ingénieurs ont été contraints de recourir au microtunnelage. Pour construire 10 tunnels souterrains massifs. En lisant cette partie du rapport, ça m'a fait penser à l'acte d'enfiler une aiguille dans un moteur en marche. C'est une bonne comparaison. Ils ont dû forer ces énormes canalisations d'eau directement sous des autoroutes très fréquentées, sous des voies ferrées, sous des zones urbaines existantes. Et tout ça sans provoquer le moindre affaissement de terrain en surface. Ni interrompre le trafic. C'est une vraie prouesse de génie civil. Mais attendez, une machinerie aussi complexe, plongée dans un environnement aussi hostile, ça implique forcément des défis de maintenance cauchemardesques, non? Ah bah, les coûts opérationnels cachés sont en effet l'un des plus grands défis à long terme de ce projet. Qu'est-ce qui pose problème concrètement? Premièrement, vous avez la menace constante de l'ensablement.
Les vents du Sahara soufflent sans relâche et ils déposent des tonnes de sable dans les canaux à ciel ouvert. Donc ça risque de boucher la rivière. C'est ça. Cela exige un dragage mécanique quasi continu pour éviter que la rivière artificielle ne s'asphyxie sous les dunes. Quel travail de Sisyphe. Et ensuite, il y a la chimie de l'eau. Le sel, j'imagine. Oui, l'eau de drainage agricole, même après un traitement de pointe à la station d'Alamam, elle conserve inévitablement une salinité résiduelle. Et ce sel, c'est le pire ennemi du métal. Ça attaque les tuyaux. Ça attaque et ça corrode les alettes des pompes, ce qui oblige les ingénieurs à utiliser des alliages de métaux extrêmement spécifiques. Et donc très cher. Très onéreux, oui. Tout ça pour éviter que le système ne rouille de l'intérieur en l'espace de quelques mois. Et il y a l'énergie aussi. J'ai gardé ce chiffre en tête parce qu'il m'a vraiment sidéré. Dites-moi. Faire fonctionner ce relais de pompe colossal contre la gravité, ça requiert une puissance électrique estimée à 2000 mégawatts. Oui, le chiffre est exact. Pour mettre cela en perspective, pour ceux qui nous écoutent, 2000 mégawatts, c'est l'équivalent de la production de 2 réacteurs nucléaires à pleine puissance. C'est massif. 2 réacteurs nucléaires dédiés uniquement à pousser de l'eau sur une pente. L'image est frappante et elle est mathématiquement correcte. C'est une dépense énergétique colossale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi ? Eh bien, une telle prouesse technique, nécessitant l'énergie de 2 centrales nucléaires juste pour fonctionner au quotidien, est-ce que ça vaut le coup sur le plan comptable ? Ah, la question de la rentabilité. Voilà. Si l'on s'en tient aux projections macroéconomiques fournies par le gouvernement dans nos sources, les retombées semblent donner le vertige, mais dans le bon sens. C'est-à-dire ? On parle d'un projet qui, rien que dans sa phase de construction, a déjà généré 1,3 million d'emplois. C'est énorme. Et l'objectif affiché, c'est d'atteindre plus de 2 millions d'emplois durables directs et indirects, une fois les exploitations pleinement opérationnelles. Ça change la donne pour l'économie locale. Complètement. C'est identifié comme l'un des moteurs principaux qui a permis de faire chuter le taux de chômage national autour de 6%. Ce qui est une vraie victoire économique. Sans parler de l'objectif stratégique ultime, réduire la facture massive des importations de nourriture. La pandémie mondiale, le conflit en Ukraine, tout ça a exposé à quel point l'Égypte était vulnérable aux fluctuations des marchés céréaliers internationaux. C'est certain. Ces bénéfices macroéconomiques et cette quête impérative de la souveraineté alimentaire, ce sont des arguments extrêmement lourds dans la balance. C'est l'argument principal, oui. Cependant, cela soulève une question importante. Laquelle ? Si l'on examine les analyses indépendantes, et notamment les rapports de certains groupes de surveillance économique présents dans notre documentation, Oui, j'ai vu ces rapports. eh bien un tableau beaucoup plus contrasté émerge, notamment concernant la structure même de la gestion de ce projet. Et je précise que l'on se contente ici de rapporter les faits documentés, sans prendre parti bien entendu. Bien sûr. D'ailleurs, en épluchant ces dossiers financiers, quelque chose m'a fait tiquer. Qu'avez-vous remarqué ? Ce méga-projet ne semble pas être géré par les ministères civils habituels, comme le ministère de l'Agriculture ou de l'Irrigation. En effet, non. Il est supervisé par des entités dirigées par l'armée, comme l'Autorité de l'avenir de l'Égypte ou l'Autorité d'ingénierie des forces armées. C'est exact. Et la question que posent les critiques, c'est si ces autorités militaires pilotent des projets à 800 milliards de livres, comment s'exerce le contrôle public ? C'est tout le cœur du débat. Je veux dire, je n'ai pas pu trouver de traces claires de ces dépenses gigantesques dans les documents budgétaires réguliers de l'État. C'est ce manque de transparence qui alarme les observateurs économiques, n'est-ce pas ? Votre déduction est parfaitement alignée avec les critiques formulées par les institutions financières indépendantes de nos sources. D'accord. Les documents mettent en évidence une friction majeure concernant cette opacité. Le fait que d'énormes flux de capitaux échappent au budget de l'État centralisé, ça crée inévitablement une inquiétude quant à l'allocation réelle des ressources. Surtout dans un pays avec autant de défis sociaux. Voilà. Les critiques soutiennent que la concentration du contrôle économique entre les mains de ces autorités pourrait détourner des fonds publics essentiels, au détriment des dépenses sociales ou de la santé publique, par exemple. Ce qui est une préoccupation majeure. Et cela résonne d'autant plus fortement que l'Égypte traverse actuellement un programme d'austérité assez sévère, soutenu par le Fonds monétaire international. Donc ça, c'est le volet politico-économique. Et il est très dense. Oui, c'est complexe. Mais il y a un autre aspect. Le volet environnemental me semble recéler un paradoxe encore plus grand. C'est le moins qu'on puisse dire. En lisant les avertissements des écologistes dans nos rapports, je suis vraiment restée perplexe face à une contradiction flagrante. Sur l'énergie Rouni. Exactement. D'un côté, on nous dit que l'Égypte construit ce projet agricole colossal pour s'adapter au changement climatique, pour assurer sa sécurité alimentaire face aux sécheresses à venir.
c'est le discours officiel de résilience. Mais de l'autre, pour y parvenir, on utilise l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires d'énergie. Une énergie qui est largement d'origine fossile en Égypte aujourd'hui, Principalement du gaz naturel, oui. ce qui génère des émissions massives de gaz à effet de serre. Donc on contribue directement au réchauffement climatique qu'on essaye de fuir. C'est le serpent qui se mord la queue. Sans oublier les craintes de pompage excessif dans les nappes phréatiques fossiles pour compléter les besoins en eau. J'ai l'impression qu'on essaye d'éteindre un incendie avec un lance-flamme, non? C'est la métaphore exacte du paradoxe environnemental contemporain. Les experts en durabilité dans nos sources soulignent très clairement cette boucle de rétroaction négative. Ça semble tellement contre-productif. Ça illustre la tragédie de l'adaptation climatique d'urgence. Selon les documents, le gouvernement égyptien fait un pari très clair. Le dividende immédiat de la sécurité alimentaire, la création d'emplois, ça prime sur le coût environnemental énergétique actuel. C'est perçu comme une manœuvre de survie immédiate, en fait. Face au mur démographique, oui. Toutefois, la viabilité écologique à long terme d'un tel écosystème forcé, ça reste la grande inconnue. Et la source d'inquiétude majeure pour les hydrologues. Ce qui m'amène à une question très terre à terre. Allez-y. Si les coûts d'infrastructures, de pompage et d'énergie sont si astronomiques, comment l'État égyptien évite-t-il la banqueroute pure et simple, avant même qu'une seule betterave ne soit récoltée? Comment on paye pour ça au quotidien? La réponse se trouve dans la structuration financière du projet. Elle repose sur un partenariat public-privé, un fameux PPP, extrêmement sophistiqué. D'accord, donc l'État ne fait pas tout seul. Non, pas du tout. L'État ne gère pas les exploitations agricoles lui-même, au quotidien. Le modèle économique repose sur une répartition stricte des risques. Qui prend quel risque alors? L'État assume le fardeau financier colossal et risqué de l'infrastructure lourde, parce qu'aucune entreprise privée n'accepterait d'investir des milliards pour creuser 170 km de canaux dans le désert. Ou pour acheter des pompes Torishima sans garantie que ça marche. Exactement. L'État construit donc ce qu'on appelle un environnement prêt à l'emploi, ou plug and play. Il pose les routes, il tire les câbles électriques, il creuse les canaux et il garantit le débit d'eau. En gros, l'État absorbe le risque initial non bancable pour créer des fondations viables. C'est tout à fait ça. Et ensuite, que se passe-t-il une fois que le terrain est prêt? Ensuite, une fois le terrain viabilisé, le secteur privé entre en scène. Les rapports mentionnent que plus de 150 entreprises agricoles privées ont déjà pris concession sur ces nouvelles parcelles. Et ce sont elles qui gèrent la culture réelle. Absolument. Et attention, la sélection des cultures n'est pas laissée au hasard ou aux seules lois du marché. Les cycles agricoles sont rigoureusement planifiés par l'État. Oui, j'ai remarqué ça dans les annexes. Ils ne plantent pas n'importe quoi. Ils mettent un accent énorme sur la betterave sucrière dans ces zones désertiques. Oui, c'est très spécifique. Mais pourquoi la betterave sucrière, scientifiquement parlant? Ça ne ressemble pas vraiment à une plante du désert, un cactus ou un palmier. C'est vrai. Mais c'est là que la biologie végétale rencontre la planification économique. La betterave sucrière, elle possède des caractéristiques physiologiques remarquables. Du genre? Elle développe un système racinaire profond, une racine pivotante puissante qui est capable d'aller chercher l'humidité très enfouie dans le sol. Ah, pratique dans le sable. Et surtout, elle possède une excellente capacité d'osmorégulation. D'osmo quoi? D'osmorégulation, ça signifie qu'elle tolère exceptionnellement bien la salinité des sols et de l'eau d'irrigation. Ah, ce qui est un atout crucial quand on utilise de l'eau de drainage recyclée, qui, on l'a dit, contient du sel. Exactement, tout s'emboîte. De plus, elle offre d'excellents rendements dans les sols sableux. Donc, en cultivant la betterave dans le désert, l'État libère de l'espace ailleurs. Oui, il libère les terres argileuses noires, riches et très fertiles du vieux delta du Nil pour des cultures beaucoup plus exigeantes. Comme le blé, dont ils ont désespérément besoin. C'est une optimisation chirurgicale de l'utilisation des sols. C'est le terme. Et ce qui est brillant dans cette architecture financière, c'est la stratégie de sortie de l'État. Oui, parlons-en. Nos sources indiquent que la 3e phase du projet, c'est une introduction en bourse. Tout à fait. Une fois que l'infrastructure est amortie, que les champs sont productifs et que l'économie locale tourne, le gouvernement prévoit de vendre ses parts. Partiellement ordocalement sur les marchés financiers. C'est ça. Cela permet à l'État de récupérer son capital de départ, de l'encaisser, pour ensuite aller le réinvestir dans de nouvelles zones vierges. En laissant progressivement le secteur privé aux commandes de la zone mature. Voilà. L'État cherche à créer le marché, pas à le monopoliser de façon permanente. C'est malin. De plus, les analyses économiques soulignent que dans ce modèle, l'État conserve un rôle de bouclier macroéconomique. C'est-à-dire? En cas de crise mondiale, comme une flambée des prix de l'énergie ou des engrais, l'État peut intervenir pour subventionner ou soutenir ces entreprises.
et ainsi éviter un effondrement de la production alimentaire qui serait fatal au pays. C'est une sécurité. Signifie pour l'avenir de l'Égypte. Dans un contexte global où la planète entière se réchauffe et où les ressources s'amenuisent. Eh bien, c'est le contexte incontournable qui dicte absolument chaque décision aujourd'hui. Le plan d'action national de 2024 identifie l'Égypte comme l'un des points chauds de la vulnérabilité climatique mondiale. Une vraie zone rouge. Le pays fait face à une menace existentielle, double. D'une part, l'élévation inexorable du niveau de la mer Méditerranée, qui menace de submerger les franges côtières. Et donc de saliniser irrémédiablement les terres arables historiques du vieux delta. Exactement. Et d'autre part, la hausse globale des températures intensifie l'évaporation et multiplie les cycles de sécheresse. Donc l'ancien modèle de survie basé depuis les pharaons uniquement sur les crues régulières du Nil est en train de s'effondrer. Il n'est plus viable à lui seul, non. Ce méga-projet est donc une tentative d'adaptation extrêmement agressive. Une manière de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier hydrique. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai noté dans les rapports que l'Égypte ne compte pas que sur le recyclage de l'eau agricole d'Al-Hammam. Non, le plan est plus vaste. Il y a un plan massif pour construire 21 usines de dessalement de l'eau de mer le long des côtes. L'objectif étant d'injecter des millions de mètres cubes d'eau douce supplémentaires chaque jour. C'est une approche globale. C'est comme s'ils essayaient de construire un portefeuille hydrique diversifié en fait. On garde le Nil comme action principale, mais on investit massivement dans le recyclage et le dessalement pour diluer le risque global. L'analogie boursière est très pertinente. Et si l'on relie cela à la situation globale, l'eau est incontestablement en train de devenir la ressource la plus précieuse, la plus coûteuse et la plus contestée de ce siècle. L'or bleu. Ce que nous observons en Égypte, c'est la transformation d'une nation entière en un immense laboratoire climatique à ciel ouvert. C'est fascinant à observer. Dans un monde de plus en plus aride, cette ingénierie lourde déployée dans la nouvelle vallée, ça pourrait bien devenir le modèle incontournable pour des dizaines d'autres pays confrontés au stress hydrique. Et sinon ? Ou alors, à l'inverse, cela pourrait devenir le symbole tragique des limites de l'interventionnisme humain, prouvant qu'on ne peut pas forcer la nature indéfiniment à coups de milliards et de mégawatts. L'enjeu donne vraiment le vertige. Qu'est-ce qui retient le plus l'attention, vous trouvez, dans cette analyse ? Pour moi, Oui, moi c'est vraiment cet écart sidérant entre la nécessité absolue de nourrir 105 millions de personnes et la brutalité mécanique des moyens déployés. c'est vrai que le contraste est fort. Ces pompes à turbines japonaises poussant des murs d'eau contre la gravité, alimentées par la puissance de réacteurs nucléaires, tout ça au milieu d'un désert millénaire. C'est effectivement l'échelle de cette lutte contre l'environnement naturel qui défie un peu l'entendement. Bon, pour résumer le vaste territoire que nous avons couvert aujourd'hui, nous sommes face à un chantier pharaonique moderne, C'est le mot. soutenu par une architecture financière hybride très complexe, où l'État encaisse le risque pour attirer le secteur privé. Avec au centre un débat éminemment complexe, oui. Exactement. La sécurité alimentaire est une question de survie immédiate, on l'a vu, mais elle est acquise au prix de risques environnementaux et financiers liés à un pompage hyper énergivore et à l'épuisement potentiel des nappes. C'est l'adaptation climatique dans sa forme la plus crue, finalement. Et pour clore cette analyse, il me semble essentiel de soulever une dernière réflexion. Je vous écoute. Une réflexion profondément enfouie dans les projections de nos sources. Ce projet d'ingénierie ne consiste pas seulement à produire des tonnes de betteraves ou de blé. Ah bon ? Qu'y a-t-il d'autre ? Son but ultime, c'est la redistribution démographique pure et simple. Ah, déplacer les gens. En construisant des milliers de kilomètres de routes, de nouvelles villes, des écoles et des hôpitaux, autour de ces exploitations agricoles ex nihilo, l'Égypte est littéralement en train d'essayer de redessiner une carte de peuplement vieille de 5000 ans. C'est un point fascinant, surtout quand on sait que toute l'histoire, l'art et la culture de l'Égypte sont intimement liés au rythme et aux rives du Nil. Précisément, la question vertigineuse qui se pose pour les décennies à venir est donc la suivante. Quelle est-elle ? Une ingénierie de pointe peut déplacer des millions de mètres cubes d'eau. Elle peut financer des infrastructures. Mais peut-elle réellement déplacer l'âme et la culture d'une civilisation pour l'implanter dans des villes artificielles créées de toutes pièces autour de stations de pompage mécanique au cœur du Sahara ? Waouh ! C'est une réflexion sur l'identité profonde d'une nation et sa survie face au climat, sur laquelle il convient vraiment de méditer. C'est une perspective magistrale pour terminer notre discussion d'aujourd'hui. On peut dompter la géographie, mais dompter l'histoire humaine, c'est une toute autre affaire. Absolument.
Merci d'avoir partagé votre expertise. Et merci à tous d'avoir suivi cette exploration en profondeur à nos côtés. Gardez cette image en tête. Une rivière de survie, propulsée à contre-courant par l'ingénierie moderne, tentant de tracer un nouveau destin dans le sable. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des sources.